Décembre 1944, camp McCoy, Wisconsin. Taishi Yamada se tenait dans des latrines exiguës avec 47 autres prisonniers japonais, les mains encore tremblantes du bateau qui les avait amenés là. On leur avait dit que les Américains étaient des démons qui écorcheraient leur peau vive, que la capture signifiait torture et mort. Mais au lieu de chaînes, on leur tendit du savon. Au lieu de coups, on leur montra des toilettes à chasse d'eau. Taishi regarda l'eau tourbillonner et disparaître. Propre, intime, impossible. Il se tourna vers un autre prisonnier et murmura la question qui allait tout faire basculer. Est-ce vraiment une prison? Ils s'étaient préparés à mourir avec honneur. Personne ne les avait préparés à la miséricorde. Avant de plonger plus loin, abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires vraies et méconnues de l'histoire. Et dites-moi en commentaire d'où vous regardez cela. La cale du navire puait le sel, la rouille et 48 hommes qui ne croyaient plus au lendemain. Taishi Yamada était agenouillé dans l'obscurité, mains liées dans le dos, sentant la photographie glisser dans sa botte, appuyée contre sa cheville, sa mère, sa sœur Hana. Il avait déjà prononcé leur nom dans sa tête comme une prière ultime, le seul adieu qu'il pouvait offrir avant que l'aube n'apporte ce que tout le monde savait inévitable. Autour de lui, certains murmuraient, pleuraient ou restaient muets et vides. Tous avaient entendu les histoires, ce que les Américains faisaient aux soldats capturés, les tortures, les exécutions. Le lieutenant Seido, quelque part dans la masse de corps, leur avait fait mémoriser la leçon. Les Américains sont des démons. Ils vous arracheront la peau. Mourrez avec honneur si vous le pouvez. Sinon, mourrez quand même. Les mains de Taishi tremblaient. Non pas exactement de peur, mais du poids épuisant d'attendre une douleur qui n'arrivait pas. 2 semaines depuis la capture, 2 semaines à attendre la lame, la balle, la crosse de fusil contre le crâne. Au lieu de cela, il n'y avait eu que le balancement du bateau et de maigres rations de riz qui avaient le goût d'une miséricorde qu'ils ne méritaient pas. Les moteurs se turent. Des pas résonnèrent au-dessus, des cris en anglais. Taishi ferma les yeux et tenta de se rappeler la sensation de la terre entre ses doigts. Le petit jardin sur le toit que son père entretenait à Tokyo avant que la guerre n'avale tout ce qui était vert. La lourde porte grinça, une lumière hivernale aveuglante inonda la cale. Des soldats descendirent, fusils prêts. Taishi se prépara à l'ordre de se lever, de marcher vers la fin qu'il s'était imaginée. Mais le soldat qui l'atteignit ne frappa pas. Il coupa les cordes. Les poignets de Taishi brûlèrent quand le sang y revint. Un autre soldat, plus jeune, au visage japonais, dit d'abord quelque chose en anglais prudent, puis en japonais. « Levez-vous lentement. On vous transfère dans un camp de traitement. » Taishi se mit debout en chancelant. Le pont était couvert de neige. De la neige? Il n'en avait pas vu depuis 3 ans. Le soldat lui tendit une gourde. « Buvez. Vous êtes en sécurité maintenant. » En sécurité. Le mot n'avait aucun sens. Taishi but quand même, parce que sa gorge était du sable et que son corps se moquait de la logique. L'eau était froide, propre. Il manqua à s'étouffer. On les fit descendre du navire, dans un paysage si blanc et immobile qu'il semblait appartenir à une autre planète. Des camions attendaient, des barbelés au loin. « Camp McCoy, Wisconsin », dit quelqu'un. Des mots qui ne signifiaient rien, sinon encore vivant, encore respirant, encore faux. À l'arrivée, un garde américain aux cheveux roux et aux yeux fatigués guida Taishi dans un couloir. D'autres prisonniers passaient, visage vide de choc. Le garde s'arrêta devant une porte, la poussa et fit signe d'entrer. Taishi pénétra dans une petite pièce. Lavabo, cabine, et dans le coin, un objet en porcelaine blanche qu'il ne reconnut pas. Le garde actionna une poignée argentée. L'eau tourbillonna bruyamment, violemment, puis disparut dans le trou. La cuvette se remplit à nouveau. Propre, privé, impossible. Taishi resta figé. 2 ans dans la jungle, latrines à ciel ouvert, grouillant de mouches, seaux vidés dans les rivières, la honte permanente de la maladie et de la crasse. Ceci venait d'un autre monde, celui des films de propagande sur la richesse et l'excès américain, sauf que c'était réel et qu'il se tenait devant. Il se tourna vers un autre prisonnier, un garçon nommé Kenji qui semblait encore plus perdu que lui, et chuchota en japonais.
Est-ce vraiment une prison? Kenji ne répondit pas. Mais le jeune interprète au visage japonais, badge Daniel, s'arrêta net. Il regarda Tichy avec une douleur dans les yeux, puis se détourna sans traduire la question au garde. Cette nuit-là, Tichy dormit sur un vrai matelas. Pas sur la terre ou la pierre. Un matelas avec une couverture de laine qui sentait le savon et les rêves d'un autre. On leur avait servi 3 repas, soupe claire, pain, quelque chose qu'on appelait café. Son estomac se contractait par cette gentillesse soudaine. Il fixait le plafond. Au-dessus de lui, la respiration du lieutenant Seido était dure et rageuse. Seido était arrivé plus tard, avait vu Tichy propre, nourri, vivant, et lui avait craché aux pieds devant tout le monde. « Lâche, tu déshonores ta famille. Tu aurais dû mourir. » Les mots s'enfoncèrent profondément. Le visage de sa mère flotta devant ses yeux. Penserait-elle la même chose? Que survivre était une trahison, que cette miséricorde était pire qu'une mort honorable? Mais la couverture était chaude, la soupe avait été chaude, et la chasse d'eau avait fonctionné. Tichy se leva sans bruit, alla à la fenêtre. Dehors, des soldats américains autour d'un tonneau de feu riaient avec leur quart de café. Leurs visages jeunes, humains, fatigués comme tout le monde. Le garde-roue leva les yeux vers le baraquement, expression indéchiffrable. Tichy appuya son front contre la vitre froide. Il ne comprenait pas ce monde, et il était terrifié, absolument terrifié, à l'idée que tout ce que son empire lui avait enseigné puisse être un mensonge. Frank Sullivan faisait la ronde le long de la clôture à l'aube, fusil sur l'épaule, rage couvant juste sous les côtes depuis 8 mois. Chaque visage japonais dans ce camp lui rappelait Tommy, 22 ans, marine, mort dans une fosse à Bataan, affamé et battu pendant que ses geôliers riaient. Frank s'était porté volontaire pour ce poste de garde avec un seul but, les faire souffrir, même si ce n'était que par le silence glacial et les regards durs. Mais l'inspecteur de la Croix-Rouge était passé la semaine dernière. Les règles étaient claires. Convention de Genève, lit, courrier, salaire pour le travail. Frank devait imposer la miséricorde à des hommes qui n'en auraient montré aucune à son frère. Il observa un prisonnier dans le jardin du camp, celui qu'on appelait Tichy, agenouillé dans la terre à planter des graines de choux. Les mains de l'homme bougeaient avec une douceur qui crispait la mâchoire de Frank. Précise, soigneuse, comme si le travail comptait, comme s'il plantait de l'espoir plutôt que des légumes. Frank pensa à la dernière lettre de Tommy, tellement pliée et repliée que les mots s'effaçaient. « Je planterai un potager en rentrant, Frankie, des grosses tomates, tu verras. » Il se détourna avant que la colère ne se transforme en quelque chose de pire. Quelque chose comme de l'empathie. Dans le bâtiment administratif, Daniel Nakamura traduisait des demandes assis à un bureau. 35 ans, l'air d'en avoir 50, l'épuisement gravé autour des yeux. Les soldats blancs l'appelaient « le bon Jap », les prisonniers « le traître ». Il n'appartenait pleinement à aucun des deux camps, juste un pont que tout le monde traversait sans jamais dire merci. Tichy s'approcha avec Kenji derrière lui, comme une ombre nerveuse. Par l'entremise de Daniel, il demanda papier et crayon pour écrire chez lui. Juste une lettre, juste la preuve qu'il était vivant. L'officier approuva sans y penser. Daniel tendit les fournitures. Tichy les prit, main tremblante, puis fit quelque chose d'inattendu. Il pleura, silencieusement, des larmes coulant, tandis qu'il serrait le papier comme un objet sacré. Daniel pensa à sa propre mère à Manzanar, derrière des barbelés, écrivant des lettres sur du papier rationné pour prouver sa loyauté à chaque mot. Il gardait encore son badge de Manzanar dans sa poche, rappel que la miséricorde avait toujours des conditions, et que les barbelés changèrent d'aspect selon le côté où l'on était né. Les semaines passèrent. L'hiver céda la place au début du printemps. Tichy apprit les bases de l'anglais avec Maria, la cuisinière polonaise qui dirigeait la cantine comme un général et traitait tout le monde comme ses fils perdus. Elle lui enseignait les mots en servant la soupe. Bread, thank you, tomorrow, home. Des mots qui construisaient de petits ponts entre ennemis et humains. Frank commença à faire des rondes quotidiennes près du jardin. Il se disait que c'était le devoir,
juste surveiller l'équipe de travail. En réalité, il regardait Tichy arracher la vie à la terre gelée, planter des rangées qui nourriraient le camp l'été venu. Frank ne parlait jamais, il regardait seulement. Et lentement, sans permission, quelque chose dans sa poitrine se détendit. Daniel organisa une soirée pont culturel. Les prisonniers japonais enseignèrent à l'origami, leurs doigts pliant le papier en grues et fleurs. Les soldats américains expliquèrent les règles du baseball avec des gestes et des rires. Ce fut maladroit, étrange, plus d'un pleura. Mais Kenji sourit pour la première fois depuis sa capture, et cela ressemblait à quelque chose. Puis Teishi reçut une lettre. Sa mère était vivante. Elle ne l'avait pas renié. Elle avait écrit « Survie, rentre à la maison ». Il la lut 17 fois, apprit chaque caractère par cœur et dormit avec sous son oreiller comme un talisman contre la honte. Fin du printemps, le jardin fleurit. Tichy avait planté des tomates dans un coin ensoleillé. Elles devinrent grosses et rouges. Frank s'arrêta un matin en patrouille, les fixa. Tichy le vit, cueillit une tomate encore tiède du soleil et la tendit. Frank hésita. Tout son instinct disait non. C'était l'ennemi, l'uniforme qui avait tué Tommy. Mais la tomate reposait dans la paume ouverte de Tichy, simple et honnête. Frank la prit, mordit dedans. Le jus coula sur son menton, sucré, vif, vivant. Cela avait le goût de tous les étés dont Tommy avait rêvé et qu'il ne verrait jamais. « Good tomato », dit Frank. Ses premiers mots gentils depuis 6 mois. Tichy sourit. Son visage entier changea. Jeune, humain, rien d'un démon. De l'autre côté de la cour, Daniel regarda et écrivit dans son journal cette nuit-là. Peut-être que la miséricorde n'est pas une faiblesse. Peut-être est-ce l'unique arme qui n'a pas besoin d'être rechargée. Puis vint la nouvelle. 6 août, 9 août, bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon capitula. La guerre était finie. Drapeaux américains hissés, musique à fond, soldats qui s'embrassaient dans les larmes, enfin terminé. Mais dans les baraquements des prisonniers, seul le silence, puis des lamentations. Tichy apprit qu'Hiroshima avait disparu. Sa sœur y vivait. Il ignorait si elle était cendre ou vivante, et ce non-savoir était une noyade. Au-dessus de lui, le lieutenant Seido chuchotait. 6 hommes arrêtèrent de manger. Le pacte de suicide se formait. Discret et mortel comme du poison. Tichy fixait la lettre de sa mère jusqu'à ce que les mots se brouillent. Le code de l'Empire disait « Meurs ». Mais la miséricorde de cet endroit l'avait maintenu en vie. Il ne savait plus quelle voix écouter, et la confusion était plus forte que n'importe quelle bombe. Daniel fut convoqué à 3 heures du matin dans le bureau du colonel Harrison. Le commandant semblait avoir vieilli de 20 ans en une semaine. 6 hommes ont arrêté de manger. Le lieutenant Seido organise un suicide collectif. Parle-leur. Daniel sentit le poids se poser sur ses épaules. Le poids d'être le pont que tout le monde attendait qu'il tienne. Que voulez-vous que je dise? N'importe quoi. Propagande, raison, ce qui marche. La voix d'Harrison se brisa légèrement. Je n'ai pas gardé ces hommes en vie pendant une guerre pour les perdre face à la honte en temps de paix. Mais Daniel refusa la propagande. Il en avait trop traduit. S'il devait sauver quelqu'un, ce serait avec la vérité, même si la vérité était plus dure à avaler que le poison. Il trouva Tichy assis seul, regardant le vide. Il s'assit en face de lui et posa une seule question en japonais. « Qu'est-ce que la chasse d'eau t'a appris » Tichy leva les yeux, creux, long silence. Puis, doucement, « Qu'on m'a menti sur tout. » Daniel se pencha. « Alors que dois-tu au mensonge? Rien. Tu dois la vérité à ta mère. Tu te dois la possibilité de reconstruire ce que le mensonge a détruit. Seido veut que tu meures pour un empire qui t'a dépensé comme une pièce de monnaie. Ta mère veut que tu vives. Quelle voix compte le plus? » Ce ne fut pas suffisant pour sauver tout le monde. 2 hommes moururent plus tard de leur grève de la faim. Mais Tichy recommença à manger. Et là où Tichy allait, Kenji suivait. La même semaine, un ancien prisonnier américain, libéré de Bataan, arriva au camp pour soins. Frank l'entendit parler de la marche de la mort, des amis morts dans les fossés.
Il s'approcha, poing serré, prêt à entendre confirmer tout le mal qu'il croyait. Mais l'homme dit autre chose. Vers la fin, quand il n'était plus que squelette et fantôme, un infirmier japonais avait désobéi aux ordres pour apporter de l'eau aux Américains mourants. Et Tommy Sullivan, à peine vivant, avait aidé cet infirmier à porter des blessés ennemis à l'ombre, partageant sa dernière gourde entre des ennemis qui avaient cessé d'en être quelque part entre le premier mort et le millième. Ton frère est mort. La miséricorde à la main. Il a refusé de devenir ce qu'ils ont essayé de faire de nous. Frank sortit et resta 1 heure sous la pluie. La guerre avait tenté de les transformer en monstres. Tommy avait refusé, et Frank avait honoré la mémoire de son frère en cultivant la haine même que Tommy était mort à rejeter. Le lendemain matin, il trouva Tichy dans le jardin sous la bruine, et, par Daniel, lui tendit un petit paquet de tissu. Dedans, des graines de tomates de la ferme familiale en Pennsylvanie. « Pour quand tu rentreras ?» dit-il, les mots sortant durs et gauches dans la traduction de Daniel. « Plante quelque chose. Fais pousser quelque chose. » Tichy prit les graines à 2 mains, s'inclina si bas que Frank crut qu'il allait s'effondrer. Quand il se redressa, il pleurait, mais souriait. 2 jours plus tard, la Croix-Rouge demanda des témoignages volontaires sur le traitement reçu. Tichy eut peur. Et si le gouvernement japonais l'apprenait? Si sa famille était punie? Mais il pensa à la chasse d'eau qui emportait souillure et mensonges, à la couverture chaude, à la soupe de Maria, à la tomate tiède, à Frank assis sous la pluie à côté de lui, sans un mot. 2 ennemis qui choisissaient de ne plus l'être. Il demanda du papier et écrivit en anglais simple et soigne. On m'a appris que les Américains étaient des démons. On m'a appris que la miséricorde était faiblesse. J'avais tort. Ce camp m'a donné la vie, quand mon propre camp m'ordonnait de mourir. Je porterai cette vérité chez moi. Il signa, la main tremblante à rendre la signature presque illisible, mais il l'avait fait. Le lieutenant Seido, depuis l'autre bout du baraquement, se leva et le traita de traître assez fort pour que tout le monde entende. Mais Kenji se leva, puis un autre, puis un autre. 3 hommes de plus demandèrent du papier. Le mensonge sur lequel Seido avait bâti sa vie se fissura, et le bruit fut plus fort que n'importe quelle bombe. Sous la Convention de Genève, les prisonniers pouvaient travailler pour 80 centimes par jour. Pas beaucoup plus que ce qu'ils gagnaient dans l'armée impériale. La plupart se portèrent volontaires. Le travail valait mieux que penser. Tichy choisit la ferme laitière de Heinrich Müller, à 15 miles du camp. Heinrich, 61 ans, peau tannée comme du vieux cuir, leur montra comment traire sans effrayer la vache. Tichy tenta, renversa le seau. Heinrich rit. Pas cruel, mais humain. Première année, tout meurt. 2e année, quelque chose pousse. 3e année, tu te rappelles, comment espérer. Tichy ne comprit pas tous les mots, mais il comprit le ton. Cet homme savait ce que recommencer voulait dire. Chaque vendredi, Heinrich le payait en liquide. Tichy économisait chaque centime dans une boîte de conserve sous son matelas pour reconstruire la maison de sa mère, ou aider Hannah, où qu'elle soit. Frank, chargé de la logistique de rapatriement, ajouta discrètement de l'argent dans l'enveloppe de Tichy. Sans mots, sans explication. Quand Tichy compta et comprit, il posa la paume sur son cœur et s'inclina. Frank hocha la tête et partit, gorge nouée. Dans l'atelier du camp, un prisonnier nommé Ito sculptait des figurines en bois. Il offrit à la fille malade de Maria un oiseau aux ailes déployées. En guerre, j'ai détruit. Ici, je crée. C'est mieux. La petite guérit et appela l'oiseau Amitomo. Maria pleura et donna désormais à Ito une part de tarte supplémentaire chaque jour. Tichy apprit enfin pour Hannah, vivante mais gravement brûlée, orpheline dans un refuge. Il écrivit 87 lettres qu'il ne pouvait pas encore envoyer. Quand les restrictions tombèrent, Daniel l'emmena poster la boîte. 87 lettres, une histoire en morceaux, preuve qu'il n'avait pas oublié sa sœur. Tichy serra la main de Daniel. « Tu es pont, tu nous sauves. » Daniel, qui s'était senti invisible des mois, répondit « On se sauve mutuellement. C'est comme ça que fonctionnent les ponts. » Août 1946,
Les navires de rapatriement étaient prêts. Tichy rangea ses maigres affaires, la boîte d'argent, les graines de Frank enveloppées comme de l'or. À la grille, Frank courut derrière le camion, tendit une photo usée de Tommy tenant un plant de tomates. « Il t'aurait aimé ?» dit-il, la voix brisée. Tichy répondit en anglais hésitant. « Je ferai pousser ces tomates. » Puis en japonais, traduit par Daniel, « Je me souviendrai de lui. Je planterai son espoir. » Ils s'inclinèrent. Ennemis, amis, les deux. Aucun des deux. Juste deux hommes qui avaient appris que le plus dur dans la guerre n'est pas de se battre, mais d'oublier comment arrêter. De retour au Japon, les anciens prisonniers furent humiliés, crachés dessus, refusés d'emploi pour déshonneur de la survie. Mais sa mère l'attendait au quai, amaigrie mais vivante, et le serra comme son fils. Ils plantèrent d'abord les graines de Frank. Le jardin devint lieu de rassemblement. D'autres vétérans s'arrêtaient. Comment fait-on pousser l'espoir dans les ruines? Tichy répondait toujours pareil. Un ennemi me l'a montré. La miséricorde n'est pas faiblesse. C'est la terre qui se souvient de ce que la guerre oublie. 962, San Francisco. Cérémonie d'amitié USA-Japon. Teishi, 42 ans, cheveux gris aux tempes, monta à la tribune avec une photo de chasse d'eau, la photo de Tommy et un bocal de graines, McCoy 1945. Il parla devant anciens ennemis qui faisaient semblant d'avoir toujours été amis. On m'a appris à mourir avec honneur. Un camp de prisonniers avec des toilettes à eau courante m'a appris à vivre avec. Cette miséricorde m'a sauvé. Elle peut sauver n'importe qui. Nous devons aux morts d'arrêter de tuer. Nous devons aux vivants de commencer à planter. Au fond de la salle, un homme plus âgé aux cheveux gris se leva. Frank Sullivan, retraité, pleurait. Leurs regards se croisèrent. Ils sourirent. Certaines guerres finissent par des traités, d'autres par des tomates. Les deux sont des victoires, mais une seule a le goût de l'espoir.